Il y a des films qui vous divertissent. Il y a des films qui vous émeuvent. Et puis il y a des films rares, précieux, presque inconfortables, qui font quelque chose de plus étrange. Ils vous installent dans un malaise que vous ne savez pas tout à fait définir, et ils vous y laissent bien après que les lumières de la salle se sont rallumées. Sicario est l'un de ces films-là. Sorti en 2015, ce thriller signé Denis Villeneuve a provoqué quelque chose d'assez inhabituel dans le paysage cinématographique de son époque. Il a été salué simultanément par les critiques les plus exigeants et par le grand public, sélectionné en compétition au Festival de Cannes, nommé aux Oscars, et reste aujourd'hui, 10 ans après sa sortie, l'un des films les plus cités quand on parle de tension pure, de photographie magistrale et de cinéma américain qui ose réellement poser des questions sans répondre à leur place. Mais commençons par le commencement. Le titre lui-même, Sicario. Ce mot vient de l'espagnol. Dans le Mexique contemporain, il désigne un tueur à gages, un homme armé, payé pour exécuter. Mais l'étymologie va bien plus loin que ça. Le mot remonte au latin sicarius, qui lui-même trouve sa racine dans sica, un poignard court utilisé dans l'Antiquité romaine. Les sicaires étaient des assassins politiques dans la Rome antique. Des hommes qui agissaient dans l'ombre du pouvoir, invisibles et nécessaires à ceux qui voulaient se salir les mains sans que ça se voie. Vous voyez déjà où le film veut vous emmener? Un mot vieux de 2 millénaires pour décrire quelque chose qui, selon Villeneuve, n'a pas du tout changé. Ce n'est pas un film sur la drogue. Enfin, pas vraiment. Ou plutôt, la drogue est le décor. Ce qui intéresse Denis Villeneuve, ce qui intéresse le scénariste Taylor Sheridan, c'est la question de savoir jusqu'où un État peut aller pour maintenir un semblant d'ordre dans un chaos qu'il a lui-même contribué à créer. C'est une question immense. Et Sicario a l'audace de la poser sans jamais faire semblant d'avoir la réponse. Quand le film arrive sur les écrans américains en septembre 2015, le contexte politique est tendu. La frontière américano-mexicaine est un sujet brûlant dans le débat public. Les cartels de la drogue font la une des journaux. La guerre contre la drogue, menée par les États-Unis depuis des décennies, montre des signes d'épuisement total et d'échec. Dans ce contexte précis, un film qui met en scène une unité gouvernementale secrète opérant dans des zones grises légales et morales, c'est déjà un acte. Ce n'est pas un film de propagande, ce n'est pas un film de dénonciation facile non plus, c'est quelque chose de bien plus inconfortable. Un film qui vous fait ressentir la réalité de cette situation sans vous offrir le confort d'un camp où vous mettre. Denis Villeneuve, lui, n'est pas américain. Il est québécois, né à Gentilly, dans la province de Québec, en 1967. Et peut-être que c'est précisément ce regard légèrement extérieur, francophone, qui lui permet de filmer les États-Unis avec cette clarté particulière, cette distance calculée qui rend ses films si tranchants. Avec Sicario, il continue une trajectoire qu'il a entamée avec Prisoners en 2013, son premier film américain, et Ennemi, sorti la même année. Il est en train de devenir, sans faire de bruit, l'un des cinéastes les plus importants du cinéma américain contemporain. Et Sicario en sera la confirmation absolue. La première mondiale a lieu le 19 mai 2015 sur la Croisette, Cannes. La sélection en compétition officielle pour la Palme d'Or est déjà un signal fort. Ce film n'est pas un simple thriller de genre. Les festivaliers qui découvrent Sicario dans la grande salle du Palais des Festivals en ressortent avec quelque chose de changé dans les yeux. La critique internationale est immédiatement enthousiaste. L'un des meilleurs films de l'année, écrit Empire avec 5 étoiles. Un chef-d'œuvre de tension Merki, dit The Guardian. En France, la réception est tout aussi forte. Les cinéphiles qui avaient déjà suivi le travail de Villeneuve dans Incendie, son film de 2010 adapté de Wajdi Mouawad, comprennent tout de suite qu'ils ont affaire à un réalisateur d'une envergure exceptionnelle. Ce qui est fascinant maintenant, c'est de comprendre pourquoi ce film arrive exactement au bon moment et pourquoi il touche aussi fort des audiences européennes et particulièrement françaises. En 2015, le spectateur français est habitué à un certain type de cinéma américain sur la criminalité et les forces de l'ordre. Des films où le héros finit par gagner, où la loi triomphe, où la morale se restaure dans les dernières minutes. Sicario refuse tout ça. Kate Macker, le personnage principal joué par Emily Blunt, est une agente du FBI compétente, courageuse, honnête. Elle représente exactement les valeurs que le système est censé défendre.
et le film passe 2 heures à lui montrer, et à nous montrer, que ces valeurs sont, dans ce monde-là, parfaitement inutiles. Pire, elles sont une gêne. C'est brutal, c'est inconfortable, et c'est exactement pour ça que le film dure. Les chiffres au box-office sont significatifs pour un film de cette nature. Avec un budget de 30 millions de dollars, Sicario rapporte près de 85 millions de dollars dans le monde entier, dont presque 47 millions rien qu'en Amérique du Nord, pour un thriller sans star d'action au sens traditionnel du terme, sans explosion spectaculaire, sans happy end, sans franchise connue derrière lui. C'est un résultat remarquable. Ça dit quelque chose sur la faim du public pour du cinéma qui prend des risques réels. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce qui rend Sicario vraiment unique dans le paysage du cinéma de cette décennie, c'est la densité de ce qu'il accomplit sur plusieurs niveaux en même temps. Le film est techniquement impeccable. La photographie de Roger Deakins, la musique de Johan Johansson, le montage de Joe Walker. Il est écrit avec une intelligence rare par un scénariste qui signait là son tout premier screenplay professionnel. Il est interprété par 3 acteurs au sommet de leur art. Et il est mis en scène par un réalisateur dont la précision derrière la caméra est comparable à ce que le cinéma américain n'avait pas vu depuis longtemps. Il y a une scène dans Sicario. Vous la reconnaîtrez si vous avez vu le film. Une séquence de traversée du poste frontière entre El Paso et Ciudad Juárez, filmée en pleine lumière de fin d'après-midi, dans un embouteillage qui ressemble d'abord à n'importe quel bouchon de fin de journée, et qui bascule en quelques secondes dans une violence froide, contrôlée, terrifiante. Cette scène, Villeneuve la filme comme si le danger était dans l'air lui-même. Pas dans les armes, pas dans les visages des ennemis, dans l'atmosphère, dans la lumière orange du soleil sur les capots des voitures, dans le silence entre les bruits. C'est ça, le cinéma de Denis Villeneuve. Et Sicario en est peut-être l'exemple le plus parfait. Dans les prochaines minutes, on va plonger dans tout ce qui constitue ce film et commencer là où tout a vraiment démarré, avec l'homme qui a décidé de le faire. Pour comprendre Sicario, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a fait, parce que Denis Villeneuve n'est pas un réalisateur ordinaire. Il n'est pas arrivé à Hollywood par la grande porte, avec un blockbuster sous le bras et un sourire commercial. Il est arrivé par une porte de côté, discrète, presque silencieuse, avec une filmographie québécoise qui avait déjà fait trembler les festivals internationaux avant qu'Hollywood ne commence à prononcer son nom correctement. Denis Villeneuve naît en 1967 à Gentilly, une petite ville de la Mauricie, au Québec. Il grandit dans un environnement francophone, dans une province où le cinéma n'est pas une industrie de divertissement de masse, mais une forme d'expression culturelle profondément ancrée dans une identité particulière. Dès l'adolescence, il est fasciné par le cinéma, pas par les films d'action américains de son époque, mais par le cinéma européen, par Bergman, par Tarkovsky, par des réalisateurs qui utilisent l'image pour explorer des états intérieurs que les mots ne peuvent pas atteindre. Cette formation visuelle et émotionnelle, acquise bien avant qu'il ne mette les pieds dans une école de cinéma, va marquer chacun de ses films de façon indélébile. Il étudie à l'Université de Montréal, puis commence à tourner des courts-métrages qui attirent rapidement l'attention. Son premier long-métrage, Un 32 août sur Terre, sort en 1998, puis vient Max Tallström en 2000, qui remporte le prix Joutra du meilleur film au Québec. Mais c'est en 2009 que tout bascule. Incendie, adapté de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad, propulse Villeneuve sur la scène internationale. Le film est sélectionné aux Oscars pour représenter le Canada dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère, et il est nommé. En France, Incendie est accueilli avec une admiration sincère. Le lien avec l'œuvre de Mouawad, auteur libanais-québécois très connu dans le monde francophone, y est pour beaucoup. Ce film-là, beaucoup de spectateurs français le connaissent. Et c'est par là que leur affection pour Villeneuve commence. Hollywood prend note. Et en 2013, Villeneuve signe son premier film américain, Prisoners, avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Un thriller sombre, lent, profondément moral, sur l'enlèvement de 2 enfants et ce qu'un père est prêt à faire pour les retrouver. Le film est un succès critique et commercial. La même année, il sort Ennemi, avec Gyllenhaal encore, un film beaucoup plus expérimental et déroutant sur le double et l'identité. 2 films dans la même année, 2 registres totalement différents,
Ce n'est pas anodin. Ça dit quelque chose sur un réalisateur qui refuse d'être enfermé dans une case, qui veut explorer plusieurs territoires à la fois. Et puis, en décembre 2013, il signe pour Sicario. Ce qui frappe chez Villeneuve, c'est sa manière de parler de ses films. Il n'utilise jamais le vocabulaire du divertissement. Il parle d'expériences sensorielles, d'état émotionnel, de vérité. Quand il décrit son approche de Sicario, il revient constamment sur une idée. Il voulait que le spectateur vive ce que vit Kate Masser. Pas qu'il observe son personnage de l'extérieur, mais qu'il soit piégé avec elle dans un monde qu'il ne comprend pas entièrement, avec des informations partielles, des gens qui lui cachent des choses, et une boussole morale qui tourne dans le vide. C'est une ambition narrativement très exigeante. Et techniquement, elle implique des choix précis, une caméra qui reste proche des personnages, qui ne prend jamais de hauteur pour offrir une vue d'ensemble rassurante. Villeneuve refuse le point de vue omniscient. Il refuse de nous montrer ce que Kate ne voit pas. Quand Alejandro disparaît dans la nuit avec son arme, la caméra reste avec Kate, dans l'incertitude. Quand Matt Graver ment, la caméra ne va pas chercher la vérité ailleurs. Elle reste dans le mensonge avec nous. Cette discipline de mise en scène est rare. Elle demande une confiance totale dans le spectateur, la conviction qu'il peut supporter l'inconfort de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, et que cet inconfort est précisément l'expérience que le film cherche à provoquer. Villeneuve a cette confiance, et il a raison de l'avoir. Ce qui est fascinant aussi, c'est la relation de Villeneuve avec ses collaborateurs. Il travaille avec les mêmes personnes sur plusieurs films, une forme de fidélité créative assez rare dans l'industrie hollywoodienne. Johan Johansson, le compositeur islandais, avait déjà signé la musique de Prisoner avant de rejoindre Sicario. Joe Walker, le monteur, sera également au montage d'Arrival et de Dune. Roger Deakins, pour sa part, retrouve Villeneuve après Prisoners, et leur collaboration sur Sicario sera l'une des plus célébrées de leurs carrières respectives. Ce n'est pas un hasard que ces artistes reviennent travailler avec lui. C'est parce que Villeneuve crée sur ses tournages un environnement dans lequel le travail créatif est pris au sérieux, où personne n'est là juste pour exécuter des ordres, où chaque département est invité à contribuer à une vision commune. Il y a quelque chose de profondément européen dans cette façon de travailler. Et ce n'est peut-être pas étranger au fait que ces films trouvent systématiquement un écho très fort auprès du public français et européen, qui est habitué à cette approche du cinéma d'auteur, où le réalisateur est bien le centre de gravité artistique de l'œuvre. Après Sicario, la trajectoire de Villeneuve va s'accélérer encore. Arrival en 2016, un film de science-fiction d'une intelligence et d'une émotion rares, nominé aux Oscars. Puis Blade Runner 2049 en 2017, suite d'un film culte que beaucoup pensaient impossible à prolonger dignement. Et enfin, Dune, première partie en 2021 et Dune, deuxième partie en 2024. Deux films qui établissent définitivement Villeneuve comme l'un des réalisateurs les plus importants de sa génération, capable de manier un projet d'une envergure industrielle colossale, sans jamais perdre la singularité de son regard. Mais revenons en 2015, parce que Sicario, dans cette carrière, occupe une place à part. C'est le film où Villeneuve trouve son équilibre parfait entre le cinéma d'auteur exigeant qu'il pratique depuis ses débuts et les codes du cinéma de genre américain. Il ne sacrifie ni l'un ni l'autre. Il ne dilue pas sa vision pour la rendre plus accessible. Il ne cache pas les aspérités du scénario pour rassurer le public. Au contraire, il amplifie tout. Il rend le film plus tendu, plus ambigu, plus difficile, et il l'emmène quand même dans les salles du monde entier. C'est peut-être le tour de force le plus remarquable de Sicario. Être à la fois un film de festival et un film populaire. Être à la fois une œuvre d'auteur rigoureuse et un thriller qui vous colle à votre siège pendant 2 heures. Dans le cinéma contemporain, ce double exploit est extrêmement rare. Denis Villeneuve, à travers Sicario, prouve quelque chose que peu de réalisateurs de sa génération ont réussi à démontrer aussi clairement, qu'il est possible de faire du grand cinéma, du cinéma vrai, exigeant, sans compromis dans le cadre de l'industrie hollywoodienne, que les contraintes commerciales et l'ambition artistique ne sont pas nécessairement ennemies, que le public, quand on lui fait confiance, répond présent, et pour que tout ça soit possible, il lui a fallu un scénario à la hauteur de cette ambition.
un scénario écrit par un homme dont personne, à l'époque, ne connaissait le nom. En 2015, quand Sicario sort en salle et que les critiques commencent à empiler les superlatifs, il y a un nom dans le générique que presque personne ne connaît encore. Un nom qui va pourtant, dans les années qui suivent, devenir l'un des plus importants du cinéma et de la télévision américain. Ce nom, c'est Taylor Sheridan. À l'époque, Sheridan est surtout connu comme acteur, un visage familier des séries télévisées américaines. On l'a vu dans Sons of Anarchy, où il jouait le shérif adjoint David Hale pendant plusieurs saisons. Un rôle solide, mais pas le genre de rôle qui vous propulse au sommet d'Hollywood. Taylor Sheridan, acteur, est quelqu'un que le public reconnaît sans vraiment savoir son nom. Et puis, à 40 ans passés, il prend une décision qui va tout changer. Il abandonne sa carrière d'acteur pour se consacrer à l'écriture. Ce n'est pas une décision facile. Dans l'industrie du spectacle, changer de voix à la quarantaine, c'est prendre un risque énorme. Mais Sheridan a quelque chose à dire. Il a grandi au Texas, dans une famille de ranchers. Il connaît le sud-ouest américain non pas comme un décor de film, mais comme un endroit réel, avec sa brutalité spécifique, ses codes, sa géographie particulière, ses espaces immenses, semi-désertiques, où les règles de la civilisation semblent parfois s'effacer au profit de quelque chose de plus ancien et de plus dur. Et c'est exactement ce monde-là qu'il décide d'écrire. Le scénario de Sicario est son tout premier travail professionnel en tant que scénariste. Pas un deuxième essai, pas un projet qu'il peaufine depuis 10 ans dans un tiroir. Le premier, ce qui est proprement stupéfiant quand on mesure la qualité de ce qui en résulte. Sheridan a expliqué dans plusieurs entretiens que l'idée de Sicario lui est venue d'une fascination et d'une inquiétude profonde face à la réalité de la guerre contre la drogue à la frontière américano-mexicaine. Il s'est documenté sérieusement. Articles de journaux, reportages, témoignages sur le fonctionnement réel des cartels mexicains, sur les méthodes employées par les agences gouvernementales américaines, sur la porosité entre le légal et l'illégal dans ces zones frontières. Et ce qu'il a trouvé l'a profondément troublé. Non pas parce que la violence des cartels est choquante, ça, tout le monde le savait déjà, mais parce que les méthodes employées pour la combattre étaient, elles aussi, souvent à la limite de ce qu'un État démocratique est censé faire. Le titre du scénario, dès le départ, est Sicario, et le personnage central n'est pas Alejandro, le tueur à gages, ni Matt Graver, l'agent de la CIA au sourire perpétuel. Le personnage central est Kate Macker, une agente du FBI qui croit dans les règles. Une femme qui pense que la loi existe pour une raison, que les procédures servent à quelque chose, que même dans la guerre contre les cartels, il y a des lignes qu'on ne franchit pas. Et le film va passer 2 heures à démolir méthodiquement toutes ces certitudes. Ce choix narratif est d'une intelligence remarquable, en plaçant le spectateur dans le point de vue d'un personnage qui croit aux règles et qui découvre progressivement qu'elle est la seule dans la pièce à y croire vraiment. Sheridan crée un dispositif dramatique d'une efficacité totale. Kate n'est pas naïve. Elle est compétente, expérimentée, courageuse. Mais elle opère avec un ensemble de valeurs qui sont dans ce contexte précis un désavantage. Et c'est ça qui est déchirant. Il y a une scène, et sans dévoiler trop de détails pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, où Kate comprend enfin la vraie nature de la mission dans laquelle elle a été embarquée. Et sa réaction n'est pas celle d'un personnage de film d'action. Elle ne sort pas son arme, elle ne fait pas un discours héroïque, elle est simplement dévastée, silencieuse. Comme quelqu'un qui vient de comprendre que le monde ne fonctionne pas du tout comme il le pensait. Cette scène, Sheridan l'a écrite avec une sobriété absolue, pas un mot de trop, et c'est précisément pour ça qu'elle est aussi puissante. Ce que Sheridan accomplit avec Sicario, c'est quelque chose que les grands scénaristes font et que les mauvais ne savent pas faire. Il utilise les conventions du genre, le thriller d'action, la mission secrète, les agents gouvernementaux, les méchants cartels, pour parler de quelque chose d'entièrement différent. Le film ressemble à un thriller. Il en a tous les ingrédients. Mais ce dont il parle vraiment, c'est de la corruption institutionnelle, de la relativité morale dans un contexte de guerre, et de ce qu'il arrive à une personne honnête quand elle se retrouve à servir un système qui ne l'est pas. Ce premier scénario de Sheridan s'inscrit dans ce qu'il a lui-même décrit comme une trilogie, néo-western, sur la frontière américaine contemporaine, c'est-à-dire
non pas la frontière géographique, mais la frontière morale et sociale de l'Amérique d'aujourd'hui. Sicario en est le premier volet. Hell or High Water, sorti en 2016 et réalisé par David Mackenzie, en est le deuxième. L'histoire de deux frères qui braquent des banques dans le Texas rural pour sauver leur ranch familial. Et Wind River, que Sheridan réalise lui-même en 2017, en est le troisième. Une enquête sur un meurtre dans une réserve amérindienne du Wyoming. Ces trois films forment un ensemble cohérent et d'une rare cohérence thématique. Ils parlent tous de gens laissés pour compte, de systèmes défaillants, d'une Amérique qui n'a pas les moyens de ses ambitions morales. Mais Sicario est celui qui va le plus loin dans l'inconfort. Il est le plus sombre, le plus ambigu, le plus refusant du confort. La réception du scénario par la critique spécialisée a été quasi unanime. Le magazine Empire lui a décerné 5 étoiles, soulignant la précision de l'écriture. Les Oscars ne nomment pas Sheridan. Une omission qui a beaucoup fait parler dans le milieu. Mais la Writers Guild of America le reconnaît parmi les meilleurs scénarios de l'année. En France, les critiques de Cahiers du cinéma et de Télérama ont particulièrement salué la manière dont le texte refuse tout manichéisme. Cette capacité à montrer les deux côtés d'une réalité sans jamais désigner clairement le camp du bien. Après Sicario, la carrière de Taylor Sheridan explose. Hell or High Water lui vaut une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original en 2017. Lui, l'acteur de série qui avait décidé de tout changer à 40 ans. Il passe ensuite à la réalisation avec Wind River, puis crée la série Yellowstone pour Paramount Network, qui devient l'une des séries câblées les plus regardées de l'histoire de la télévision américaine. En l'espace de quelques années, Taylor Sheridan passe de visage anonyme d'une série policière à l'un des créateurs les plus puissants d'Hollywood. Mais tout a commencé avec un scénario, un premier scénario, celui d'un homme qui avait quelque chose d'urgent à dire sur l'Amérique, sur ses frontières, sur ses mensonges confortables, et qui a trouvé dans Denis Villeneuve le réalisateur capable de lui donner exactement la forme qu'il méritait, parce que les mots de Sheridan sur la page, aussi forts soient-ils, n'auraient pas produit le même effet sans la mise en scène qui les a habillés. Et derrière cette mise en scène, il y avait aussi des acteurs d'une qualité exceptionnelle, à commencer par celle qui porte le film sur ses épaules pendant 2 heures entières. Sicario commence par une image, pas par une explosion, pas par une course-poursuite, pas par le genre d'ouverture spectaculaire que le cinéma d'action nous a habitués à attendre. Non, il commence par une maison ordinaire dans une banlieue ordinaire de l'Arizona, sous un soleil de plomb, dans une rue qui ressemble à des milliers d'autres rues américaines, des agents du FBI en tenue d'assaut, un bélier qui enfonce la porte, et puis, à l'intérieur, quelque chose d'absolument insupportable, des dizaines de cadavres emmurés dans les parois de la maison, enveloppés dans du plastique, comme une récolte macabre cachée derrière le placo-plâtre. Cette séquence d'ouverture dure quelques minutes. Elle est filmée sans musique dramatique, sans ralenti hollywoodien, sans aucun des codes visuels qui nous permettraient habituellement de mettre une distance émotionnelle entre nous et ce que nous voyons. Villeneuve filme ça comme un documentaire. La caméra observe. Elle ne commente pas, et cet effet de réalité brute, dès les premières minutes, installe le ton de tout ce qui va suivre. Nous sommes dans un monde où des choses terribles arrivent, et personne ne va nous tenir la main. Kate Macker, l'agente du FBI jouée par Emily Blunt, dirige ce raid. Elle est compétente, elle est calme sous pression, elle fait son travail. Mais quand une bombe cachée à l'extérieur de la maison tue 2 de ses collègues, quelque chose change en elle. Pas de la colère, quelque chose de plus compliqué, une détermination, l'envie de remonter jusqu'à la source de tout ça. C'est cette détermination qui va la conduire à accepter une proposition qu'on lui soumet peu après. Rejoindre une unité gouvernementale spéciale, dirigée par un homme nommé Matt Graver, agent de la CIA, présenté comme tel, toujours en tongs et t-shirt, avec le sourire de quelqu'un qui sait des choses que vous ne saurez jamais. À ses côtés, un homme silencieux, au regard opaque, que Graver présente simplement comme un consultant colombien, Alejandro. Juste Alejandro. Pas de nom de famille au début. Pas d'explication sur ce qu'il fait là, sur qui il est vraiment, sur pourquoi il porte cette arme et ce regard de quelqu'un qui a tout perdu. Et c'est là que le film commence à jouer son vrai jeu, parce que Sicario est construit sur une architecture d'informations retenues.
Taylor Sheridan et Denis Villeneuve choisissent délibérément de ne pas tout révéler tout de suite. On suit Kate, et on ne sait pas plus qu'elle. On voit ce qu'elle voit, on entend ce qu'elle entend, et comme elle, on essaie de comprendre ce qui se passe vraiment dans cette mission dont personne ne lui explique clairement les objectifs. La mission officielle, localiser et neutraliser un lieutenant du cartel de Sonora nommé Manuel Diaz. La mission réelle, quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus trouble, que le film va révéler par fragments. Ce dispositif narratif, placer le spectateur dans l'ignorance partielle du personnage principal, est l'une des décisions les plus audacieuses du film. Dans la plupart des thrillers, le public dispose d'informations que les personnages n'ont pas. C'est ce qu'on appelle la tension narrative classique. Vous savez que le tueur est derrière la porte, le héros ne le sait pas encore. Ici, c'est l'inverse. Les personnages autour de Kate savent des choses que ni elle ni nous ne savons. Et cette inversion crée un malaise bien plus profond, bien plus durable que la tension classique. Ce n'est pas « est-ce qu'il va survivre ?» La question est « est-ce qu'on comprendra jamais vraiment ce qui se passe ?» L'unité que Kate rejoint opère dans une zone légale floue. Techniquement, la CIA n'a pas le droit d'opérer sur le sol américain. C'est la raison pour laquelle Kate, agente du FBI, est recrutée. Sa présence rend l'opération légalement défendable sur le papier. Elle est, en termes crus, un alibi institutionnel. Et quand elle comprend ça, quand elle réalise qu'elle n'a pas été choisie pour ses compétences ou sa bravoure, mais parce que son badge donne une couverture légale à une opération qui, sans lui, serait simplement illégale, c'est un moment de désillusion d'une rare cruauté. Il y a un passage à la frontière entre El Paso, au Texas, et Ciudad Juárez, au Mexique, qui est l'une des séquences les plus tendues du cinéma de la dernière décennie. L'unité traverse le poste frontière en convoi, dans les embouteillages de fin d'après-midi. La caméra de Roger Deakins cadre les visages dans les voitures voisines, les mains sur les volants, les enfants dans les sièges arrière. Tout semble normal, et puis le danger surgit. Pas d'une direction attendue, pas avec les signaux visuels habituels du cinéma d'action. Il surgit de l'ordinaire lui-même, de l'atmosphère gorgée de chaleur, de ces voitures banales qui deviennent soudainement mortelles. La violence qui s'ensuit est sèche, rapide, sans gloire. Et Kate, au milieu de tout ça, tire pour la première fois sur un être humain. Et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'elle avait imaginé. La mission avance. Les pièces du puzzle se mettent en place lentement, douloureusement. On comprend que l'objectif réel n'est pas d'arrêter le trafic de drogue. Ce serait une mission impossible, et tout le monde dans cette unité le sait. L'objectif est bien plus cynique et bien plus pragmatique. Réorganiser le trafic, éliminer les éléments perturbateurs, les petits cartels violents et imprévisibles, pour permettre à un cartel unique, contrôlable, de dominer le marché. Un marché qu'on ne peut pas détruire, mais qu'on peut peut-être rendre plus gérable, du point de vue de Washington. C'est à ce moment du film que le spectateur ressent quelque chose de particulier. Pas du choc, ou pas seulement, plutôt une reconnaissance froide, parce que cette logique, réduire le chaos en consolidant le pouvoir d'un acteur unique plutôt qu'en éliminant le problème à la racine, est une logique que l'histoire des relations internationales a rendue tristement familière. Ce n'est pas une invention de scénariste. C'est une description, à peine déguisée, de mécanismes réels que les gouvernements ont effectivement utilisés dans leur approche du crime organisé. Et Alejandro, dans tout ça, Alejandro est la pièce centrale du puzzle, l'homme silencieux, aux yeux de celui qui a tout vécu et ne s'étonne plus de rien, est progressivement révélé comme une force de vengeance personnelle, autant qu'un instrument de la politique américaine. Son histoire, qu'on découvre par fragments, jamais entièrement exposée, est celle d'un homme qui avait une vie, une famille, un métier honorable et à qui les cartels ont tout pris. Un ancien procureur colombien, un homme qui croyait dans la loi, qui a vu ce que ça lui a coûté, et qui a décidé à un moment donné de passer de l'autre côté, non pas du côté du crime, mais du côté de quelque chose d'encore plus ambigu, la violence d'État habillée en justice privée. La fin du film, et on reste volontairement vague pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ne résout rien. Elle ne peut rien résoudre. Parce que le film a pris soin de montrer un problème qui n'a pas de solution simple. Ce qu'elle fait, en revanche, c'est poser une image finale d'une beauté et d'une tristesse extraordinaire. Dans un quartier de Nogales, au Mexique,
Des enfants jouent au football sous le soleil. Et dans le lointain, on entend des coups de feu. Les enfants continuent à jouer, comme si c'était normal. Comme si ça avait toujours été normal. C'est sur cette image que Sicario vous laisse, pas avec des réponses. Avec une question qui vous accompagne longtemps après. Il y a une question que beaucoup de spectateurs se posent après avoir vu Sicario. Et c'est une question légitime. Pourquoi le film choisit-il comme personnage principal une femme qui perd progressivement le contrôle de la situation? Pourquoi ne pas suivre Alejandro, le personnage le plus mystérieux et le plus fascinant? Pourquoi ne pas rester avec Matt Graver, l'homme qui sait tout et qui tire les ficelles? La réponse à cette question est au cœur de tout ce que Sicario essaie de faire. Et cette réponse a un nom, Emily Blunt. Kate Macker n'est pas une héroïne au sens classique du terme. Elle ne sauve pas la situation. Elle ne déjoue pas le complot. Elle ne triomphe pas, ni moralement ni physiquement. Ce qu'elle fait, et c'est infiniment plus intéressant, c'est qu'elle voit. Elle est les yeux du spectateur dans un monde opaque, et son parcours est celui de quelqu'un qui comprend lentement, douloureusement, que le monde dans lequel elle a choisi de travailler n'est pas le monde qu'elle croyait défendre. Choisir Emily Blunt pour ce rôle n'était pas évident sur le papier. En 2014, quand elle rejoint le projet, Blunt est connue principalement pour des rôles très différents. La comédie romantique Le diable s'habille en Prada, la fantasy Edge of Tomorrow où elle est remarquable, des drames intimistes. Elle n'est pas la première actrice à laquelle on pense quand on imagine une agente du FBI plongée dans une opération antidrogue à la frontière mexicaine. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Denis Villeneuve a expliqué qu'il cherchait quelqu'un capable de porter une qualité très particulière, la présence silencieuse. Pas le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire, mais le silence de quelqu'un qui observe, qui enregistre, qui pense intensément sans nécessairement verbaliser. Une actrice dont les yeux travaillent autant que les mots. Et les yeux d'Emily Blunt, grands, expressifs, capables de transmettre simultanément la détermination et la vulnérabilité, correspondent exactement à cette description. Pour préparer le rôle, Blunt s'est entraînée sérieusement. Elle a travaillé avec des conseillers militaires et des agents des forces de l'ordre pour comprendre les gestes, les réflexes, la posture physique de quelqu'un qui opère dans des environnements à haut risque. Comment on tient une arme? Comment on entre dans une pièce inconnue? Comment on respire quand l'adrénaline monte? Ces détails physiques ne sont pas anodins dans un film comme Sicario. Ils contribuent directement à la crédibilité du personnage, à cette sensation que ce qu'on regarde n'est pas du cinéma, mais quelque chose d'infiniment proche de la réalité. Ce qui est remarquable dans sa performance, c'est la progression. Au début du film, Kate est sûre d'elle, compétente, professionnelle, solide. Et puis, très progressivement, quelque chose se fissure. Ce n'est pas une transformation dramatique avec un grand moment de rupture émotionnelle. C'est une érosion lente, presque imperceptible, que Blunt joue avec une finesse absolue. Un regard qui dure une seconde de trop, une façon de serrer la mâchoire, une hésitation dans le geste. Ce sont des micro-signaux que l'actrice distille tout au long du film et qui s'accumulent jusqu'à former le portrait d'une femme qui est en train de perdre quelque chose d'essentiel. Pas sa vie, pas sa santé, mais sa confiance dans le sens de ce qu'elle fait. Il y a une scène particulièrement révélatrice, à mi-parcours du film, où Kate se retrouve dans une situation qui l'oblige à tirer sur quelqu'un dans des circonstances moralement ambiguës. Sans entrer dans les détails, ce n'est pas la scène d'action héroïque habituelle. C'est une scène de survie, confuse, rapide, et dont les conséquences sont loin d'être claires. Et la façon dont Blunt joue l'après, le moment où tout s'arrête, où le personnage doit digérer ce qui vient de se passer, est d'une justesse bouleversante. Il n'y a pas de discours, pas de larmes spectaculaires. Juste un visage qui porte quelque chose de lourd et qui continuera à le porter jusqu'à la fin. La critique internationale a unanimement salué cette performance. Sur Rotten Tomatoes, où le film atteint 92% d'approbation, les mentions d'Emily Blunt reviennent dans presque chaque critique comme l'un des piliers centraux de la réussite du film. Peter Bradshaw, du Guardian, tout en notant que le personnage de Kate pourrait sembler implosable sur certains aspects purement procéduraux, souligne que Blunt désamorce toute absurdité potentielle par la pure force de sa présence et de sa concentration. Mark Kermode, critique britannique très respecté,
dit simplement que le film fonctionne parce qu'Emily Blunt est formidable. En France, la réception de sa performance a été tout aussi enthousiaste. Les critiques français, traditionnellement plus attentifs aux nuances de jeu qu'aux performances spectaculaires, ont particulièrement apprécié cette retenue, cette économie de moyens qui dit pourtant énormément. C'est le type de jeu que le cinéma européen valorise, pas l'actrice qui en fait beaucoup, mais celle qui en fait juste assez, et dont chaque choix est précis et justifié. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter ce que le film fait, et ne fait pas, avec le genre de Kate Masser. Sicario aurait pu tomber dans plusieurs pièges classiques, la femme forte qui doit prouver qu'elle vaut autant que ses collègues masculins, la femme en danger qui a besoin d'être sauvée, la femme qui finit par séduire ou être séduite par l'un des hommes de l'équipe. Le scénario de Taylor Sheridan évite soigneusement tous ces clichés. Kate est une femme parce que c'est qui elle est, pas parce que le film veut faire une déclaration sur la place des femmes dans les forces de l'ordre. Son genre n'est ni ignoré ni surligné. Il fait partie de sa réalité, comme il ferait partie de la réalité de n'importe qui dans sa position, sans en devenir le sujet principal. Et c'est peut-être l'un des aspects les plus respectueux du traitement du personnage. Le film lui accorde la dignité d'exister comme un être humain complet, avec ses forces et ses limites, sans la réduire à un symbole ni à un archétype. Il y a une dernière chose à dire sur Emily Blunt dans ce film, et c'est peut-être la plus importante. Dans plusieurs interviews accordées après la sortie de Sicario, elle a décrit le tournage comme l'une des expériences les plus intenses et les plus déstabilisantes de sa carrière. Elle a parlé de la difficulté de maintenir, jour après jour, cette tension intérieure constante que le personnage exige, cette qualité d'être perpétuellement sur le qui-vive, perpétuellement en train de traiter des informations nouvelles et troublantes. Elle a évoqué la chaleur étouffante du tournage au Nouveau-Mexique, les conditions parfois rudes des décors, la façon dont tout cela contribuait, involontairement mais efficacement, à l'état émotionnel qu'elle cherchait à atteindre. Villeneuve, de son côté, a décrit Blunt comme une collaboratrice d'une intelligence artistique rare, capable d'arriver sur le plateau avec des propositions précises et nuancées et capable aussi d'entendre des directions qui allaient parfois à l'encontre de ses propres instincts, de les intégrer et d'en faire quelque chose de meilleur encore. C'est cette alchimie entre un réalisateur qui sait exactement ce qu'il veut et une actrice qui sait exactement comment le trouver, qui produit la Kate Masser que l'on voit à l'écran. Un personnage qui restera longtemps dans la mémoire de ceux qui ont vu ce film. Pas parce qu'elle gagne, pas parce qu'elle est héroïque, mais parce qu'elle est vraie, terriblement, inconfortablement vraie. Et pendant tout ce temps où Kate Macker cherche à comprendre ce qui se passe, il y a un homme à côté d'elle qui, lui, sait parfaitement ce qui se passe. Un homme dont le silence en dit bien plus que tous les dialogues du film réunis. Il existe dans le cinéma une catégorie rare de personnages. Des personnages qui ne vous quittent pas. Pas parce qu'ils font des choses extraordinaires, pas parce qu'ils prononcent des répliques mémorables, mais parce qu'ils ont quelque chose d'indéfinissable qui les rend magnétiques, inquiétants, impossibles à oublier. Alejandro Gilic, dans Sicario, est de cette catégorie-là. Et derrière Alejandro, il y a Benicio del Toro, un acteur qui, depuis des décennies, semble incapable de donner une mauvaise performance et qui, dans ce film précis, se surpasse lui-même. Benicio del Toro est né en 1967 à San Germán, à Porto Rico. Il a grandi entre Porto Rico et les États-Unis, a étudié le théâtre à l'Université de San Diego, puis s'est formé à l'Actors Studio de New York, la même école de pensée qui a formé Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro. Cette filiation n'est pas anodine. Del Toro appartient à une tradition d'acteurs qui jouent de l'intérieur vers l'extérieur, qui construisent d'abord la vie intérieure du personnage et laissent ensuite cette vie intérieure colorer naturellement chaque geste, chaque regard, chaque silence. Et dans Sicario, les silences de Benicio del Toro sont une performance à eux seuls. Alejandro est introduit dans le film de façon presque anodine. Il est là dans la salle de réunion quand Kate arrive. Il dit très peu. Il regarde. Il a ce visage particulier de Del Toro, avec ses paupières lourdes et sa mâchoire carrée, qui suggère une histoire longue et douloureuse sans jamais l'articuler. Il est présenté comme un consultant colombien. Rien de plus. Et cette absence d'explication est immédiatement troublante.
Dans un monde de titres et de badges et d'organigrammes officiels, un homme qui est simplement là, sans catégorie claire, est nécessairement dangereux. Ce qui est fascinant dans la construction du personnage, c'est que Taylor Sheridan et Denis Villeneuve ont choisi de révéler son histoire non pas en une grande scène d'exposition, mais par petites touches accumulées. Un geste ici, une réaction là, un moment de vulnérabilité inattendue qui recontextualise tout ce qu'on croyait avoir compris. On découvre progressivement qu'Alejandro n'est pas un mercenaire sans passé. Il a eu une vie, une famille, un métier qui exigeait de croire dans la justice. Il était procureur, en Colombie, avant que les cartels ne décident que sa présence dans ce monde était un problème à éliminer. Ce qu'ils ont fait à sa femme et à sa fille, le film ne le montre pas directement. Il n'en a pas besoin. Del Toro le porte dans chaque cellule de son corps. Il y a une scène, peut-être la plus belle de tout le film, où Alejandro se retrouve face à une famille lors de la séquence finale de sa mission. Cette scène est d'une violence morale absolue, et Del Toro la joue avec une froideur qui est encore plus dérangeante que n'importe quelle explosion de rage aurait pu l'être. Ce n'est pas la froideur d'un monstre, c'est la froideur d'un homme qui a décidé, à un moment précis de sa vie, de fermer certaines portes en lui-même pour pouvoir faire ce qu'il croit devoir faire. Et on voit, dans ses yeux, que ces portes lui coûtent quelque chose, qu'elles ne se ferment pas sans douleur. C'est le type de nuance que seul un acteur d'une envergure exceptionnelle peut produire. Et Del Toro le fait avec une économie de moyens qui force le respect. La critique britannique Richard Roper, dans sa critique pour le Chicago Sun-Times, a écrit quelque chose que beaucoup de spectateurs ont ressenti sans savoir comment le formuler. Alejandro rôde aux marges de l'action pendant la majeure partie du film, puis surgit dans plusieurs scènes d'une façon qui vous laisse bouleversé et reconnaissant d'avoir vu un travail d'une telle noirceur magnifique. C'est exactement ça. Del Toro construit une présence latente, souterraine, pendant la première heure du film, et quand cette présence explose enfin en action, l'impact est dévastateur précisément parce qu'elle a été si longtemps contenue. Les nominations au BAFTA pour Del Toro, dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, ont été largement saluées comme méritées, même si beaucoup ont estimé qu'une nomination aux Oscars dans la même catégorie aurait été tout autant justifiée. Dans le milieu, l'omission d'une nomination oscarisée pour Del Toro a été perçue comme l'une des injustices notables de la saison des récompenses 2015-2016. Ce qui est particulièrement intéressant du point de vue européen, et particulièrement français, c'est que Benicio del Toro est un acteur qui a toujours été très apprécié en Europe, peut-être même davantage qu'aux États-Unis. Il y a dans son jeu quelque chose qui résonne avec la sensibilité du cinéma européen, cette préférence pour la suggestion sur l'exposition, pour le sous-texte sur le texte, pour ce qui n'est pas dit sur ce qui est dit. Il a remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 2000 pour Trafic de Steven Soderbergh. Et ce prix cannois a scellé une relation durable entre Del Toro et le public cinéphile européen. Dans Sicario, cette dimension européenne de son jeu est pleinement exploitée. Villeneuve, réalisateur formé dans la tradition du cinéma d'auteur québécois et européen, a donné à Del Toro l'espace dont il avait besoin. Pas de dialogue inutile pour expliquer ce que le personnage ressent. Pas de scène où Alejandro raconte son histoire en termes directs pour que le spectateur comprenne bien. Juste la confiance que ce que l'acteur met dans ses yeux suffit. Et plus que suffit. Il y a aussi une dimension physique dans la performance de Del Toro qu'il est important de mentionner. Alejandro se déplace d'une façon particulière. Une économie de mouvement, une absence de gestes parasites, une façon d'occuper l'espace qui suggère quelqu'un d'habitué aux environnements dangereux, quelqu'un qui a appris à ne pas attirer l'attention inutilement. Ses choix physiques, Del Toro les a construits consciemment. Dans la tradition de l'acteur studio, le corps est un instrument de jeu aussi important que la voix ou le regard. Et Alejandro, dans sa façon de marcher, de s'asseoir, de tenir ses armes, est un personnage entier, pas juste un visage expressif attaché à un corps quelconque. On apprendra plus tard qu'en Sicario 2, Day of the Soldado sortira en 2018 avec Del Toro reprenant le rôle sous la direction de l'Italien Stefano Sollima, que le personnage d'Alejandro portait en lui suffisamment de profondeur et de complexité pour justifier un film entier centré sur lui.
Del Toro a déclaré à plusieurs reprises que ce personnage est l'un de ceux qui lui tiennent le plus à cœur, précisément parce qu'Alejandro ne peut pas être réduit à une simple définition. Il est à la fois victime et bourreau, à la fois instrument de l'État et agent de sa propre vengeance, à la fois froid et profondément blessé. Ces contradictions, Del Toro les habite sans jamais chercher à les résoudre, parce qu'il sait, comme Villeneuve sait, que c'est précisément dans ces contradictions non résolues que réside la vérité du personnage. Et si Alejandro est l'âme secrète de Sicario, il y a un troisième homme dans ce trio. Un homme qui sourit toujours, qui porte des tongs même dans les zones de guerre, et dont la désinvolture apparente cache quelque chose de bien plus calculé et de bien plus inquiétant encore. Dans un film aussi méticuleusement construit que Sicario, chaque acteur, même dans un rôle de quelques minutes, a été choisi avec une précision qui n'est pas du hasard. Denis Villeneuve est le genre de réalisateur qui sait que la crédibilité d'un monde à l'écran dépend de la justesse de chaque visage qu'on y voit, de la cohérence de chaque présence, aussi petite soit-elle. Mais au sommet de ce casting soigné, juste après Emily Blunt et Benicio del Toro, il y a Josh Brolin, et son personnage de Matt Graver est l'une des créations les plus subtilement inquiétantes du film. Matt Graver est, à première vue, l'antithèse parfaite de ce que vous attendez d'un agent de la CIA dans un thriller. Il ne porte pas de costume. Il porte des tongs, des shorts, des t-shirts froissés. Il sourit énormément, de ce sourire détendu presque jovial, de quelqu'un qui n'a aucune raison de s'inquiéter. Il plaisante, il fait des blagues. Il semble prendre la situation beaucoup moins au sérieux que tout le monde autour de lui. Et c'est précisément cette désinvolture apparente qui est terrifiante, parce qu'on comprend assez rapidement que Matt Graver sait exactement ce qu'il fait, que chaque décision est calculée et que son sourire permanent n'est pas le signe d'une légèreté d'esprit, mais d'une maîtrise absolue d'un système qui lui a appris à ne jamais montrer ce qu'il ressent vraiment. Josh Brolin porte tout ça avec une aisance remarquable. Ce qui est difficile dans ce rôle, c'est précisément de jouer quelqu'un qui ne joue pas, quelqu'un dont la façade est tellement bien construite qu'elle ressemble à une personnalité authentique. Brolin trouve l'équilibre exact entre la chaleur superficielle du personnage et le vide inquiétant qu'on perçoit juste derrière. Il y a des moments, des micro-moments, quelques images seulement, où ce masque se fissure légèrement, où on voit que Matt Graver n'est pas indifférent à ce qu'il fait, qu'il a fait des choix et qu'il vit avec. Ces moments, Brolin les joue avec une économie totale. Un regard qui dure une fraction de seconde de trop, une façon de détourner les yeux au moment où quelqu'un lui pose une question à laquelle il ne veut pas répondre honnêtement. Josh Brolin, en 2014, quand il rejoint le projet, est déjà un acteur solidement établi dans le cinéma américain. Il a travaillé avec les frères Coen dans No Country for Old Men, avec Oliver Stone dans W, avec Ridley Scott. Il sait ce que c'est que de servir une vision forte de réalisateur sans écraser les autres présences à l'écran. Et dans Sicario, il joue parfaitement ce rôle de contrepoids, à la fois pour le personnage de Kate, dont il est l'interlocuteur principal et le manipulateur bienveillant, et pour Alejandro, dont il est en quelque sorte le tuteur institutionnel, l'homme qui a transformé une douleur personnelle en outil opérationnel. La dynamique entre Brolin et Del Toro est l'une des choses les plus fascinantes à observer dans ce film. Les deux personnages ont une relation dont les termes exacts ne sont jamais explicités. On comprend qu'ils se connaissent depuis longtemps, qu'il y a entre eux une forme de confiance construite sur des expériences partagées que le film ne nous montre pas entièrement. Et cette relation non dite, que les deux acteurs jouent à travers des regards, des gestes, une façon de se parler qui suppose une histoire commune, ajoute une profondeur supplémentaire à un film qui en est déjà riche. Parlons maintenant de Daniel Kaluuya, qui joue Reggie Wayne, le coéquipier et ami de Kate au FBI. En 2015, Kaluuya est encore relativement peu connu du grand public. Il faudra attendre Get Out de Jordan Peele en 2017 pour que le monde entier découvre l'étendue de son talent. Mais dans Sicario, il est déjà remarquable. Son personnage est, d'une certaine façon, le miroir de Kate. Il partage ses valeurs, ses réserves morales, son malaise croissant face aux méthodes de l'unité. Mais là où Kate choisit de rester pour comprendre, Reggie choisit à un moment de partir, ou d'essayer de partir.
Et cette différence de choix entre deux personnages aux valeurs similaires dit quelque chose d'intéressant sur la nature humaine face à la tentation de la vérité, aussi troublante soit-elle. Kaluuya joue Reggie avec une loyauté touchante. C'est quelqu'un qui aime Kate, qui s'inquiète pour elle, qui voit avant elle certains des dangers dans lesquels elle s'enfonce. Et sa frustration progressive, quand il comprend qu'il ne peut pas la protéger, est rendue avec une sincérité désarmante. John Bernthal, lui, apparaît dans un rôle plus court mais mémorable, celui de Ted, un policier local de l'Arizona, dont la présence dans le film déclenche une séquence particulièrement tendue et révélatrice. Bernthal, qu'on connaissait à l'époque pour son rôle dans The Walking Dead, apporte à ce personnage une ambiguïté immédiate. On sent dès sa première apparition que quelque chose ne va pas, que ce sourire facile cache quelque chose, mais on ne sait pas quoi exactement jusqu'au moment où le film nous le révèle brutalement. C'est un rôle de quelques scènes, mais Bernthal y est pleinement présent. Il y a aussi Victor Garber dans le rôle du supérieur hiérarchique de Kate au FBI, un homme qui l'a recommandé pour la mission et qui représente une forme d'institution officielle, avec toutes ses limites et ses aveugles volontaires. Garber joue ce personnage avec une honnêteté sobre. Ce n'est pas un méchant, c'est quelqu'un qui opère dans un système plus grand que lui et qui fait avec. Et puis il y a les acteurs mexicains et latino-américains du film, Julio César Cedillo, dans le rôle de Fausto Alarcón, le grand patron du cartel de Sonora, ou Maximiliano Hernandez dans celui de Silvio, le policier mexicain corrompu qui sert de maillon dans la chaîne du trafic. Ces personnages, Villeneuve a choisi de les traiter avec le même soin que les personnages principaux. Ils ne sont pas des silhouettes interchangeables, des méchants génériques sans profondeur. Ils ont chacun une présence, une cohérence interne, et particulièrement Silvio, dont la scène finale, avec son fils qui joue au football, est l'une des images les plus mémorables du film, et traitée avec une humanité qui refuse de le réduire à sa seule fonction dans l'intrigue. Ce soin apporté aux personnages secondaires et aux acteurs qui les incarnent est révélateur de quelque chose d'essentiel dans l'approche de Villeneuve. Pour lui, un monde de cinéma n'est crédible que si chaque habitant de ce monde est traité comme une personne réelle, avec une vie qui existe au-delà des scènes où il apparaît. C'est cette conviction qui donne à Sicario sa texture particulière, cette impression qu'on observe un monde qui existait avant que la caméra n'arrive et qui continuera à exister après qu'elle soit partie. L'ensemble de ce casting forme un équilibre remarquablement bien calculé. Emily Blunt porte l'émotion et le point de vue moral. Benicio del Toro porte le mystère et la violence retenue. Josh Brolin porte l'humour sombre et le cynisme institutionnel. Kaluuya porte la conscience et la loyauté. Et les acteurs mexicains portent la réalité géographique et humaine dans laquelle toute cette histoire se déroule. Chaque pièce a sa place, chaque pièce nécessaire. Mais pour que toutes ces pièces produisent l'effet qu'elles produisent sur l'écran, il fallait quelqu'un derrière la caméra, capable de les filmer d'une façon qui transforme la vérité humaine en expérience viscérale. Et cet homme-là, peut-être le collaborateur le plus décisif de tout le film, mérite qu'on lui consacre tout le temps nécessaire. Si vous demandez à n'importe quel cinéphile sérieux de citer le meilleur directeur de la photographie en activité aujourd'hui, une majorité écrasante vous donnera le même nom, Roger Deakins. Britannique, né en 1949 à Torquay dans le Devon, Deakins est une légende vivante du cinéma. L'homme dont la façon de traiter la lumière a défini l'esthétique visuelle de dizaines de films parmi les plus importants des 40 dernières années. Il a travaillé avec les frères Coen sur presque tous leurs films, de Barton Fink à No Country for Old Men en passant par True Grit. Il a signé la photographie de The Shawshank Redemption, de Revolutionary Road, de Skyfall, et en 2015, avec Sicario, il produit ce que beaucoup considèrent comme l'un des sommets absolus de sa carrière. Ce qui est remarquable avec Deakins, c'est que sa photographie n'est jamais décorative. Elle n'est jamais là pour être belle, elle est là pour signifier. Chaque choix de lumière, chaque choix de cadre, chaque décision sur la profondeur de champ ou l'angle de caméra est motivé par une intention dramatique précise. Et dans Sicario, où l'histoire elle-même est une affaire de vérité cachée, de manipulation, d'opacité délibérée, la photographie de Deakins devient un instrument narratif à part entière, peut-être aussi important que le scénario ou la direction d'acteur.
Commençons par la lumière. L'Arizona et le Nouveau-Mexique, où se déroule une grande partie du film, sont des endroits où la lumière naturelle est d'une intensité particulière. Un soleil presque vertical, une luminosité blanche et implacable qui écrase les ombres et donne au paysage une qualité presque irréelle, presque lunaire. Deakins utilise cette lumière naturelle avec une intelligence remarquable. Il ne la corrige pas, ne la filtre pas pour la rendre plus confortable. Il la laisse être ce qu'elle est, brutale, sans nuance, sans pitié. Et cette lumière sans pitié dit quelque chose sur le monde dans lequel les personnages évoluent. Un monde où il n'y a pas de zone d'ombre rassurante, où tout est exposé, où les faux-semblants ne tiennent pas longtemps sous cette clarté implacable. Et puis il y a la nuit, parce que Sicario, c'est aussi un film de nuit, et les séquences nocturnes de Deakins sont parmi les plus extraordinaires de sa filmographie. La séquence du tunnel, vers la fin du film, où l'unité avance dans l'obscurité souterraine équipée de lunettes de vision nocturne, est filmée en grande partie depuis le point de vue de ces lunettes, ce verre spectral, granuleux, qui transforme les êtres humains en silhouettes fantomatiques se déplaçant dans un monde qui ressemble à un cauchemar technologique. Cette séquence est visuellement unique. Elle n'a presque aucun précédent dans le cinéma américain mainstream. Et elle produit un effet de tension et de déréalisation qui amplifie parfaitement ce que le film veut dire sur les opérations menées dans l'obscurité, loin de tout regard, loin de toute accountability. Il y a aussi les plans aériens, ces images de drones qui montrent les convois militaires se déplaçant dans le désert comme des insectes sur une surface lunaire, ou les villes frontalières vues du ciel avec leurs grilles de rue et leurs maisons identiques qui forment des motifs géométriques presque abstraits. Ces plans aériens ne sont pas là pour être spectaculaires, ils sont là pour créer une distance, pour montrer le monde tel qu'il est vu par ceux qui prennent les décisions de haut, avec la froideur de quelqu'un pour qui les villes en dessous ne sont pas des endroits où des gens vivent, mais des problèmes cartographiques à résoudre. Le cadrage, chez Deakins dans Sicario, est également très travaillé. Il y a une utilisation fréquente des cadres dans le cadre, des personnages vus à travers des portes, des fenêtres, des ouvertures architecturales qui créent l'impression d'une surveillance constante, d'une observation. Kate est souvent filmée comme quelqu'un qui est regardé sans le savoir, et cette sensation d'être observée, piégée dans un système qui la dépasse, est renforcée par ses choix de cadrage qui placent régulièrement des obstacles visuels entre la caméra et le personnage. La séquence à la frontière entre El Paso et Ciudad Juárez, celle dont on parlait plus tôt, dans l'embouteillage de fin d'après-midi, est peut-être l'exemple le plus parfait de ce que Deakins peut faire avec de la lumière ordinaire. La scène est filmée en plein soleil de fin de journée, cette lumière orange chaude qui baigne tout d'une teinte presque romantique. Et c'est précisément dans cette lumière-là, belle et quotidienne, que la violence éclate. Ce contraste entre la beauté de la lumière et la brutalité de ce qui se passe n'est pas accidentel. C'est une décision esthétique qui dit quelque chose de profond sur la nature de ce monde. La violence n'arrive pas dans l'obscurité, avec une musique menaçante qui vous prévient. Elle arrive dans la lumière du quotidien, sans prévenir. Deakins a également fait des choix très précis sur le mouvement de caméra dans Sicario. Le film est inhabituellement stable pour un thriller d'action. On s'attendrait, dans le genre, à beaucoup de caméras à l'épaule, tremblantes, qui simulent l'agitation et le danger. Deakins et Villeneuve font le choix inverse. La caméra est souvent fixe, ou se déplace avec une lenteur délibérée et contrôlée. Et paradoxalement, cette stabilité est plus angoissante que l'agitation. Elle donne l'impression d'un regard froid et patient qui observe sans s'affoler, le regard de quelqu'un qui sait déjà comment ça va se terminer. Pour Sicario, Deakins a reçu sa 11e nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure photographie. Une nomination qui était largement considérée comme méritée non seulement par la critique, mais aussi par ses pairs dans l'industrie. Il ne remportera pas la statuette cette année-là, il a dû attendre 2018 et Blade Runner 2049, à nouveau avec Villeneuve, pour décrocher enfin son premier Oscar après 13 nominations au total. Mais beaucoup estiment que c'est avec Sicario qu'il a signé l'un de ses travaux les plus accomplis. Ce qui est intéressant à noter pour le public français et européen, c'est que la photographie de Deakins dans Sicario
a été très fréquemment cité dans les publications cinéphiles françaises, les cahiers du cinéma, Positif, première, comme un exemple de ce que le cinéma américain peut produire de plus proche, dans son ambition visuelle, du cinéma d'auteur européen. Cette façon de traiter la lumière, non pas comme un outil technique, mais comme un langage. C'est quelque chose que la tradition critique française valorise profondément, et elle l'a reconnu immédiatement dans Sicario. Deakins lui-même a décrit sa collaboration avec Villeneuve comme l'une des plus stimulantes de sa carrière. Une collaboration fondée sur une conversation permanente, sur une recherche commune de la juste image pour chaque moment. Les deux hommes partagent une conviction que la photographie doit toujours être au service de l'histoire et des personnages, jamais de la virtuosité technique pour elle-même. Et c'est cette humilité paradoxale, ce refus de la démonstration gratuite, qui rend le travail de Deakins dans Sicario si puissant et si durable. Mais la photographie n'est pas la seule dimension sensorielle qui fait de Sicario une expérience aussi intense. Il y a quelque chose d'autre qui travaille le spectateur en profondeur, souvent sans qu'il en soit tout à fait conscient, quelque chose qui vient de plus loin, de plus bas, qui s'installe dans le corps avant même d'atteindre la conscience. Fermez les yeux. Imaginez la scène d'ouverture de Sicario, les agents du FBI qui approchent de cette maison en Arizona, le silence de la banlieue, la chaleur immobile. Maintenant, imaginez cette même scène sans musique. Elle serait encore efficace, certainement. La mise en scène de Villeneuve, la photographie de Deakins, tout ça suffirait à créer une tension réelle. Mais quelque chose manquerait. Quelque chose qui s'installe dans le ventre avant même qu'on comprenne pourquoi. Ce quelque chose, c'est la musique de Jóhann Jóhannsson. Et elle est, à sa façon, aussi importante que n'importe quel autre élément du film. Jóhann Jóhannsson était islandais. Il est né à Reykjavik en 1969 et il est mort tragiquement en février 2018, à 48 ans, dans son appartement berlinois, une mort soudaine, inexpliquée, qui a laissé le monde de la musique de film en état de choc, parce que Jóhannsson n'était pas un compositeur ordinaire. Il était quelqu'un qui avait réinventé, en quelques années et quelques partitions, ce que la musique de film pouvait être. Quelqu'un qui avait compris que la frontière entre la musique contemporaine de concert et la musique de cinéma était une frontière artificielle qu'il n'avait aucune raison de respecter. Sa collaboration avec Denis Villeneuve commence avec Prisoners en 2013, et la partition qu'il signe pour ce film, sombre et labyrinthique, établit immédiatement une façon de travailler ensemble qui sera approfondie et perfectionnée avec Sicario. Villeneuve fait confiance à Jóhannsson d'une façon rare dans l'industrie du cinéma. Il lui donne une liberté créative réelle, l'invite dans le processus dès les premières phases de la fabrication du film, lui montre des rushs très tôt pour qu'il puisse commencer à chercher la couleur sonore juste bien avant que le montage ne soit finalisé. La partition de Sicario est, techniquement, une œuvre de musique contemporaine. Elle utilise des cordes graves, des contrebasses et des violoncelles poussés dans leurs registres les plus bas, avec des percussions tribales qui évoquent quelque chose de primitif, de préhistorique presque, comme si le film racontait non pas une guerre moderne, mais un conflit aussi ancien que l'humanité elle-même. Il y a des cuivres qui s'étirent en nappes sonores épaisses et dissonantes. Il y a des moments où la musique ressemble presque à un bruit. Pas un bruit désagréable, mais un bruit organique, comme le grondement sourd d'une tempête lointaine ou le bourdonnement d'une ligne électrique haute tension. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que Jóhannsson construit beaucoup de sa tension non pas avec des sons aigus, les violons stridents qu'on associe habituellement aux films d'horreur ou aux thrillers, mais avec des fréquences très basses, des sons qui se situent à la limite de ce que l'oreille humaine peut percevoir consciemment. Ces fréquences infrabasses ont un effet physique documenté. Elles créent une sensation d'inconfort, d'anxiété, parfois même de nausées légères. On ne les entend pas vraiment, on les ressent. Et c'est cette dimension physique, corporelle, de la partition de Sicario qui explique en partie pourquoi le film est aussi éprouvant à regarder. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez qui vous met mal à l'aise, c'est aussi ce que vous entendez sans vraiment l'entendre. Cette technique n'est pas une invention de Jóhannsson. Elle a des précédents dans la musique expérimentale contemporaine et dans certains films d'horreur. Mais dans Sicario,
Il l'applique avec une maîtrise et une précision qui la rendent particulièrement efficace. Chaque fois que la tension monte dans le récit, la musique descend, dans les graves, dans les fréquences basses, dans ce territoire sonore qui parle directement au système nerveux avant de passer par l'intellect. Il y a un moment dans le film, la séquence du tunnel nocturne, dont on a déjà parlé visuellement, où la musique atteint quelque chose d'extraordinaire. Elle cesse d'être un accompagnement pour devenir une présence à part entière dans la scène. Les percussions s'accélèrent progressivement, les cordes graves s'épaississent, et l'ensemble crée une sensation de pression croissante qui est presque insupportable, dans le bon sens du terme. Quand la séquence se termine, le silence qui suit a lui-même une qualité particulière, comme si l'air avait changé de densité. La nomination aux Oscars pour la meilleure musique originale que Johansson reçoit pour Sicario est entièrement méritée, mais comme pour la photographie de Deakins, il ne remportera pas la statuette, ce qui ne diminue en rien la reconnaissance dont sa partition a bénéficié dans les milieux spécialisés. Les compositeurs de musique de film citent régulièrement la partition de Sicario comme une référence. Un exemple de ce que la musique peut accomplir quand elle est traitée non pas comme un habillage émotionnel, mais comme un langage à part entière, avec sa propre logique et sa propre capacité à signifier. En France, la réception de la partition de Johansson a été particulièrement enthousiaste dans les publications spécialisées en musique de film. Il faut dire que la sensibilité française pour la musique de cinéma est historiquement forte. C'est un pays qui a produit des compositeurs légendaires comme Georges Delerue, Michel Legrand, Philippe Sard, Ennio Morricone y a travaillé régulièrement et qui considère la partition d'un film comme une dimension artistique à part entière, pas un simple service rendu à l'image. Dans cette tradition, la musique de Johansson pour Sicario trouve immédiatement un écho profond. Ce qui rend aussi la mort de Johansson en 2018 particulièrement douloureuse, c'est qu'on mesure, rétrospectivement, ce que le cinéma a perdu. Il avait encore signé la musique d'Arrival pour Villeneuve en 2016, une partition radicalement différente de Sicario, plus éthérée, plus mélancolique, mais tout aussi remarquable. Et puis, curieusement, pour Blade Runner 2049, Villeneuve et lui se sont séparés artistiquement. Johansson a commencé à composer la musique, mais leurs visions ont divergé. Et le film a finalement été confié à Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch. C'est la seule fausse note dans une collaboration par ailleurs exceptionnelle. Johansson avait encore tant à offrir. Et Sicario reste, avec Arrival, le sommet de ce qu'il a accompli pour le cinéma, une démonstration que la musique de film peut être, sans compromis et sans condescendance, une œuvre d'art autonome qui transcende sa fonction d'accompagnement. Derrière tout ça, la photographie, la musique, les performances, le scénario, il y avait un tournage. Un tournage concret, physique, avec ses défis spécifiques, ses anecdotes, ces moments où les meilleures intentions artistiques se heurtent à la réalité brutale, de faire un film dans des conditions difficiles. Et ce tournage-là a une histoire qui mérite d'être racontée. Le tournage de Sicario commence le 30 juin 2014, à Albuquerque, dans l'État du Nouveau-Mexique. Ce choix de lieu n'est pas anodin. Albuquerque est une ville qui a cette qualité particulière d'être à la fois authentiquement américaine et géographiquement proche de la frontière mexicaine. Une ville où les deux cultures se mélangent, où l'architecture, les visages, la langue dans les rues reflètent cette réalité frontalière que le film cherche à capturer. Et puis il y a la lumière. Cette lumière du Nouveau-Mexique que Roger Deakins connaissait déjà pour avoir tourné No Country for Old Men dans des paysages similaires avec les frères Coen. Une lumière d'une dureté et d'une beauté particulière, impossible à recréer en studio, impossible à simuler. Une partie du tournage se déroule également à Ciudad Nezahualcóyotl, une ville immense et dense juste à l'est de Mexico City. C'est là que certaines des séquences censées se passer à Ciudad Juárez ont été filmées. Ce choix mérite une explication. Ciudad Juárez elle-même, au moment du tournage en 2014, était encore considérée comme l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique latine, même si la situation s'était améliorée depuis les années les plus violentes, autour de 2010. Tourner sur place aurait présenté des risques logistiques et sécuritaires que la production ne pouvait pas raisonnablement prendre.
Ciudad Nezahualcóyotl, avec son tissu urbain dense, ses marchés, ses rues étroites et ses immeubles bas, offrait une alternative visuellement crédible. La chaleur, pendant ce tournage d'été, est un facteur que tous les membres de l'équipe évoquent. Des températures qui dépassent régulièrement 40 degrés Celsius sur les décors extérieurs. Des journées de tournage longues, physiquement épuisantes, dans des conditions où maintenir la concentration artistique exigée par Villeneuve demande un effort considérable. Emily Blunt a décrit ces conditions dans plusieurs entretiens avec une franchise remarquable. Elle parle de journées où la chaleur elle-même devenait une donnée dramatique involontaire, où l'épuisement physique de l'équipe se traduisait dans les regards et les attitudes à l'écran, d'une façon que personne n'avait tout à fait planifiée, mais que tout le monde reconnaissait comme juste. Il y a une anecdote particulièrement révélatrice sur la façon dont Denis Villeneuve travaille avec ses acteurs. Pendant la préparation du tournage, il a organisé pour l'ensemble du casting principal plusieurs jours de formation avec de vrais agents des forces de l'ordre américaines et des conseillers militaires. L'objectif n'était pas seulement d'apprendre les gestes techniques. Comment tenir une arme? Comment progresser dans un bâtiment inconnu? Comment coordonner un convoi? L'objectif était de faire vivre à ces acteurs quelque chose d'analogue à ce que vivent les personnages. Cette sensation d'être dans un monde avec des règles précises, des hiérarchies claires, des protocoles rigides, de comprendre de l'intérieur ce que ça fait d'appartenir à ce système. Josh Brolin, pour sa part, a raconté que cette immersion préparatoire avait profondément influencé sa compréhension du personnage de Matt Graver. En observant de vrais opérateurs dans des exercices simulés, il avait compris quelque chose d'essentiel. Ces hommes ne sont pas des machines. Ils ont de l'humour, des habitudes, des façons de décompresser la tension qui peuvent sembler désinvoltes de l'extérieur, mais qui sont en réalité des mécanismes de survie psychologique. Et c'est exactement cette compréhension qui lui a permis de jouer les tongs et les sourires de Matt Graver avec une authenticité qui aurait été impossible à atteindre par le seul travail d'imagination. Le financement du film a lui aussi sa propre histoire, avec un budget de 30 millions de dollars, modeste pour les standards d'un thriller hollywoodien, avec un casting de cette qualité. La production devait être gérée avec une précision absolue. Black Label Media, la société de production qui a financé et coproduit le film avec Thunder Road Pictures, s'est montrée remarquablement confiante dans la vision de Villeneuve. Il n'y a pas eu, semble-t-il, de bataille importante sur le contenu créatif. Pas de pression pour adoucir les ambiguïtés morales du scénario, pas de demande d'ajouter un happy end ou de rendre Kate Macker plus triomphante. Cette liberté artistique, rare dans le système hollywoodien, a été déterminante pour le résultat final. Lionsgate, qui a acquis les droits de distribution américains en mai 2014, avant même que le tournage ne commence, a pris un risque calculé, distribuer un thriller aussi sombre, aussi ambigu, sans star d'action au sens conventionnel du terme, sur un marché américain qui a ses habitudes et ses attentes, c'est un pari. Et ce pari a été gagné. Le film a surpassé les projections lors de son week-end d'ouverture en large release, le 2 octobre 2015, récoltant 12,1 millions de dollars, là où on en attendait entre 8 et 10 millions. Derrière la caméra, la collaboration entre Villeneuve et Deakins pendant le tournage est décrite par tous ceux qui y ont assisté comme quelque chose d'inhabituel. Les deux hommes communiquent peu. Pas parce qu'ils ne s'entendent pas, mais parce qu'ils ont développé un langage commun si précis qu'ils n'ont souvent pas besoin de beaucoup de mots. Deakins arrive sur le plateau avec des idées déjà très formées sur la façon dont il veut filmer chaque séquence, et Villeneuve arrive avec une vision tout aussi précise de ce qu'il cherche émotionnellement. Quand ces deux précisions se rencontrent et coïncident, ce qui est fréquent, le résultat est immédiat et évident pour toute l'équipe. Quand elles divergent légèrement, la conversation qui s'ensuit est fructueuse précisément parce que les deux hommes ont suffisamment confiance l'un dans l'autre pour la tenir honnêtement. Le montage du film a été confié à Joe Walker, qui deviendra le monteur attitré de Villeneuve sur tous ses films suivants. Walker a décrit son travail sur Sicario comme un exercice d'équilibre constant entre deux impératifs contradictoires. Maintenir la tension à un niveau élevé et constant d'un côté, et de l'autre laisser suffisamment d'espace.
de respiration, de silence pour que les moments forts aient leur plein impact. Un film qui est tendu en permanence finit par perdre sa tension. Le spectateur s'habitue, s'immunise. Il faut des moments de relâchement calculés pour que les moments de compression soient vraiment insupportables. Et Walker, dans son montage de Sicario, gère cet équilibre avec une maîtrise exceptionnelle. La post-production s'achève dans les délais et le film est prêt pour sa première mondiale en mai 2015. Ce qui se passe ensuite à Cannes va dépasser les attentes les plus optimistes de tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, parce que Sicario n'arrive pas à Cannes comme n'importe quel film américain cherchant une validation européenne. Il arrive comme une œuvre qui a quelque chose à dire, quelque chose d'urgent, de vrai, d'inconfortable, et qui a trouvé les moyens artistiques exacts pour le dire. Et La Croisette, en mai 2015, va lui répondre avec un enthousiasme qui va résonner dans les salles du monde entier pendant les mois qui suivent. Le 19 mai 2015, dans la grande salle du Palais des Festivals de Cannes, les lumières s'éteignent. Dans la salle, des journalistes, des professionnels du cinéma, des critiques venus du monde entier. Sur l'écran, les premières images de Sicario apparaissent et quelque chose se passe, quelque chose que les gens présents ce soir-là ont décrit de façon presque unanime, une tension qui s'installe très tôt dans la projection et ne se relâche presque plus jusqu'au générique de fin. La sélection de Sicario en compétition officielle pour la Palme d'Or est déjà, en soi, une déclaration. Le Festival de Cannes n'est pas toujours tendre avec le cinéma américain commercial. Il a ses préférences, ses traditions, une certaine méfiance historique pour les productions hollywoodiennes qui ressemblent trop à des produits. Mais Sicario n'entre dans aucune de ces cases problématiques. Il est produit à Hollywood, certes, mais il pense comme un film d'auteur européen. Il a la structure formelle et la rigueur visuelle que Cannes respecte. Et il est réalisé par un Québécois, un cinéaste du monde francophone, ce qui lui confère d'emblée une sympathie particulière auprès du public et de la presse française. Les critiques françaises publiées dans les jours qui suivent la projection sont remarquablement positives. Libération Salut, un thriller d'une tension morale rare qui utilise les codes du genre pour poser des questions que le genre évite habituellement. Le Monde parle d'une œuvre clinique et bouleversante, portée par une photographie qui restera dans les mémoires. Les cahiers du cinéma, qui peuvent être sévères avec le cinéma américain quand il ne mérite pas mieux, reconnaissent dans Sicario quelque chose de sincère et d'ambitieux. Télérama, référence pour le public cinéphile français du grand public, attribue au film sa note maximale et le recommande chaleureusement. Cette réception française n'est pas anodine. La France est l'un des marchés cinématographiques européens les plus importants, et la façon dont la critique française accueille un film peut influencer significativement sa trajectoire dans toute l'Europe francophone et au-delà. Quand Paris dit que Sicario est un grand film, Bruxelles, Genève et Montréal écoutent, et les spectateurs francophones répondent présents dans les salles. Sur Allociné, la plateforme de référence pour le cinéma en France, Sicario obtient des scores qui reflètent cet enthousiasme. Une note presse très élevée et une note spectateur tout aussi solide. Ce double consensus, critique et public, est le signe d'un film qui a réussi à parler à des audiences très différentes en même temps. Le spectateur ordinaire, qui cherche un bon thriller, y trouve sa tension et ses séquences d'action soigneusement construites. Le cinéphile exigeant y trouve la profondeur thématique, la rigueur formelle et les questions sans réponse facile qu'il attend d'un film qui se prend au sérieux. Sur Rotten Tomatoes, le score final de 92% d'approbation critique place Sicario parmi les films les mieux reçus de l'année 2015. Sur Metacritic, le score de 82 sur 100 correspond à ce que la plateforme classe comme acclamation universelle. Une désignation rare. Ces chiffres ne sont pas juste des statistiques. Ils reflètent quelque chose de réel, un consensus critique inhabituellement fort, dans plusieurs pays et plusieurs traditions critiques différentes, autour d'un film qui méritait ce consensus. Mais toute grande œuvre qui touche à des réalités sensibles génère aussi des réactions plus complexes. Et Sicario ne fait pas exception. La polémique la plus significative autour du film vient d'un endroit inattendu, Ciudad Juárez elle-même. Avant même la sortie américaine du film, le maire de la ville, Enrique Serrano Escobar,
publie une déclaration officielle appelant les habitants de Juárez à boycotter Sicario. Son argument est clair. Le film présente une image de la ville qui correspond à ce qu'elle était à son pire, autour de 2010, quand les guerres entre cartels faisaient jusqu'à 8 morts par jour. Depuis lors, dit le maire, la ville a fait d'immenses efforts pour restaurer la sécurité et la qualité de vie de ses habitants. Montrer Juárez comme un enfer de violence en 2015, c'est nier ses progrès réels et stigmatiser injustement une communauté qui se bat pour se reconstruire. C'est un argument qui mérite d'être entendu sérieusement. Les villes réelles, qui servent de décor à des films de fiction, sont souvent prises en otage par des récits qui ne correspondent pas à leur réalité contemporaine. Et les habitants de ces villes, qui vivent avec les conséquences de cette image projetée dans le monde entier, ont des raisons légitimes de s'en plaindre. Denis Villeneuve a répondu à cette polémique avec une franchise et une humilité qui lui font honneur. Il a reconnu que le film avait été conçu en 2010, au moment où la violence à Juárez atteignait son paroxysme et que cette réalité-là était celle que Taylor Sheridan et lui cherchaient à illustrer. Non pas la Juárez de 2015, mais le Juárez de 2010 comme symbole d'une situation plus large. Il n'a pas cherché à minimiser les préoccupations du maire. Il a simplement expliqué l'intention artistique sans prétendre qu'elle effaçait les conséquences réelles pour les habitants de la ville. Cette polémique soulève une question plus large que Sicario pose involontairement et qui est une question éthique importante pour le cinéma en général. Quelle responsabilité un film de fiction a-t-il envers les communautés réelles qu'il représente? Il n'y a pas de réponse simple. Un film n'est pas un documentaire. Il n'a pas l'obligation de présenter une image équilibrée ou contemporaine d'un lieu. Mais les images qu'il projette dans le monde ont des effets réels sur la perception de ce lieu et ces effets peuvent être durables et préjudiciables pour des gens qui n'ont pas eu leur mot à dire dans la création du film. Dans les cercles académiques et critiques américains, Sicario a également suscité des débats sur sa représentation des personnages mexicains et latino-américains en général. Certains critiques ont noté que, à l'exception notable d'Alejandro, qui est lui-même un personnage moral profondément ambigu, les personnages mexicains du film ont tendance à occuper les rôles de victimes ou de criminels, sans beaucoup d'espace pour d'autres formes d'existence. C'est une critique qui a été formulée avec nuance par des commentateurs qui, par ailleurs, reconnaissaient la qualité artistique du film, la tension n'étant pas entre la valeur artistique et les représentations problématiques, mais à l'intérieur de cette tension même. Ce qui est remarquable, c'est que ces débats n'ont pas diminué l'estime portée au film par le public et la critique. Ils ont au contraire enrichi la conversation autour de Sicario, en faisant de lui non pas juste un thriller à regarder et à oublier, mais une œuvre à discuter, à questionner, à mesurer à l'aune de ses ambitions et de ses limites simultanément. Et c'est peut-être le signe d'un grand film, qu'il génère des conversations qui le dépassent, qui touchent à des questions plus grandes que lui. Dans les mois qui suivent Cannes, Sicario fait le tour des festivals, Toronto, où il est présenté dans la section Special Presentations en septembre 2015, et d'autres événements cinématographiques internationaux. Partout, la réception confirme ce que Cannes avait annoncé. Ce film compte. Il compte pour le cinéma de son époque. Et il va compter encore longtemps après. Il y a des films qu'on apprécie pour ce qu'ils montrent. Et puis, il y a des films qu'on n'oublie pas pour ce qu'ils disent. Pour les idées qui travaillent sous la surface, qui continuent à creuser dans votre esprit bien après que l'écran s'est éteint. Sicario appartient résolument à cette deuxième catégorie, parce que sous le thriller impeccable, sous la photographie magistrale, sous les performances exceptionnelles, il y a une argumentation philosophique d'une cohérence et d'une audace rares. Et cette argumentation mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Le premier grand thème du film, c'est la question de la légitimité de la violence d'État. Depuis des décennies, les États-Unis mènent ce qu'ils appellent une guerre contre la drogue. Une guerre qui a coûté des milliards de dollars, des milliers de vies humaines, et qui, par tous les indicateurs objectifs disponibles, n'a pas résolu le problème qu'elle prétendait combattre. La production de drogue n'a pas diminué, la consommation n'a pas diminué.
Ce qui a diminué, c'est la confiance dans la capacité des institutions à traiter ce problème par des moyens légaux et transparents. Sicario prend ce constat comme point de départ, pas pour le dénoncer avec indignation, mais pour en explorer les conséquences logiques avec une froideur chirurgicale. Si la loi ne suffit pas, que fait-on si les procédures légales permettent aux cartels d'opérer librement parce qu'elles créent des protections que les criminels savent exploiter? Est-il justifié de contourner ces procédures? Et si on commence à contourner les procédures, même pour de bonnes raisons, même avec de bonnes intentions, à quel moment cesse-t-on d'être différent de ceux qu'on combat? C'est le vertige moral au cœur de Sicario. Et le film ne tranche pas. Il ne dit pas que Matt Graver et Alejandro ont tort de faire ce qu'ils font. Il ne dit pas non plus qu'ils ont raison. Il montre les deux faces d'une réalité impossible et laisse le spectateur se débattre avec la contradiction. Ce refus du manichéisme est profondément lié à la tradition du film noir américain. Ce genre cinématographique né dans les années 40, qui a toujours exploré les zones grises de la morale, la corruption institutionnelle, l'impossibilité pour un individu honnête de rester intact dans un système corrompu. Kate Masur est une héritière directe des protagonistes du film noir classique, ces détectives privés ou ces agents de la loi qui découvrent que le monde n'est pas organisé selon les principes qui les ont motivés à choisir leur métier. Mais là où le film noir classique se déroulait dans les rues pluvieuses de Chicago ou de Los Angeles, Sicario le transpose dans le désert de l'Arizona et les bidonvilles de la frontière mexicaine. Et cette transposition géographique et contemporaine lui donne une acuité politique particulière. Le deuxième grand thème, intimement lié au premier, est celui de la bureaucratisation de la violence. Il y a quelque chose de profondément troublant dans la façon dont les personnages de Sicario parlent de ce qu'ils font. Ils utilisent un vocabulaire de gestion, d'optimisation, de processus. Quand Matt Graver explique à Kate la vraie nature de leur mission, réorganiser le trafic de drogue plutôt que l'éliminer, consolider le pouvoir d'un cartel unique plutôt que de démanteler tous les cartels. Il le fait avec le calme pragmatique d'un directeur de projet qui explique une stratégie d'entreprise. Il ne dit pas « nous allons tuer des gens pour que d'autres puissent vendre de la drogue plus tranquillement ». Il dit quelque chose de beaucoup plus aseptisé, de beaucoup plus technique. Et c'est cette distance entre le langage utilisé et la réalité de ce qu'il décrit qui est, dans le film, l'une des formes les plus inquiétantes de violence. Hannah Arendt, la philosophe politique allemande, a écrit sur ce qu'elle appelait la banalité du mal. L'idée que les actes les plus atroces ne sont pas nécessairement commis par des monstres animés d'une haine pathologique, mais souvent par des fonctionnaires ordinaires qui font leur travail, suivent des procédures, optimisent des résultats, sans jamais vraiment se confronter à la signification morale de leurs actions. Sicario illustre cette idée avec une précision troublante. Matt Graver n'est pas un monstre. Il est quelqu'un qui a regardé le problème froidement, a calculé les options disponibles et a choisi la plus efficace, sans se poser trop de questions sur ce que l'efficacité signifie en termes humains. Le troisième thème central du film est peut-être le plus universel, la question de ce qu'on est prêt à sacrifier pour maintenir un ordre qui commence à ressembler de plus en plus au désordre qu'il prétend combattre. Alejandro, dans cette lecture, est la figure la plus tragique du film. Il a cru dans la loi, il a payé le prix de cette croyance de la façon la plus dévastatrice qui soit. Et sa réponse à cette douleur n'est pas de rejeter toute forme d'ordre, c'est de devenir lui-même l'instrument d'un ordre différent, plus brutal, plus efficace, mais qui partage avec l'ordre légal qu'il a abandonné une logique de domination et de contrôle. Il y a dans le personnage d'Alejandro quelque chose qui rappelle, par moments, certains personnages de la littérature française du XIXe siècle, ces figures romantiques qui ont été blessées par la trahison du monde et qui ont décidé, en réponse, de devenir la trahison elle-même. Un Edmond Dantès transposé dans le monde des cartels mexicains et des agences gouvernementales américaines. Sauf que là où le comte de Monte Cristo finit par trouver une forme de paix, Alejandro ne trouve rien de tel. Sa vengeance accomplie, il repart dans la nuit. Aucun rachat, aucune résolution, juste la continuation d'un état d'être qui n'a plus de place pour autre chose. Ce qui est fascinant aussi, du point de vue de la réception française et européenne,
c'est que Sicario parle de problèmes américains avec une distance et une clarté que le cinéma américain s'autorise rarement. Villeneuve, en tant que Québécois, à la fois proche de la culture américaine et suffisamment extérieur pour la regarder avec un certain recul, réussit ce tour de force. Faire un film profondément américain dans sa matière et son contexte, mais profondément non américain dans sa façon d'y répondre. Un film américain traditionnel aurait trouvé un héros dans cette histoire. Villeneuve, lui, trouve une tragédie. Et cette sensibilité-là résonne particulièrement en France, dans un pays qui a une longue tradition de cinéma politique et moral, qui a produit des réalisateurs comme Costa Gavras, Claude Chabrol ou plus récemment Jacques Audiard, des cinéastes qui utilisent la fiction pour interroger les mécanismes du pouvoir et de la violence institutionnelle. Sicario s'inscrit naturellement dans cette tradition, même en venant d'ailleurs. Il parle un langage cinématographique que le public français reconnaît et apprécie profondément. Alors, au fond, de quoi parle vraiment Sicario? Il parle de ce qui arrive quand les institutions censées nous protéger décident que la fin justifie les moyens. Il parle de ce qu'on perd, collectivement et individuellement, quand on accepte cette logique. Il parle d'un monde où la frontière entre le légitime et l'illégitime est devenue si poreuse qu'on ne sait plus très bien de quel côté on se trouve. Et il le dit sans confort, sans rédemption facile, sans le mensonge rassurant d'une conclusion qui rétablit l'ordre moral. C'est pour ça que Sicario dure, pas parce qu'il est beau, même s'il l'est, pas parce qu'il est bien joué, même s'il l'est, mais parce qu'il dit quelque chose de vrai sur le monde dans lequel nous vivons. Et la vérité, même inconfortable, a toujours une façon de rester. 10 ans. Cela fait 10 ans que Sicario existe dans le monde. 10 ans que des spectateurs le découvrent pour la première fois, que d'autres le revoient pour la deuxième ou la troisième fois, que des étudiants en cinéma l'analysent plan par plan, que des réalisateurs en devenir le citent comme une influence décisive. Et si on mesure la santé d'un film à sa capacité à continuer d'exister, à continuer de signifier quelque chose bien après sa sortie en salle, alors Sicario est un film en très bonne santé. Ce qui frappe, quand on observe la trajectoire du film dans la mémoire collective du cinéma, c'est que son statut n'a fait que croître avec le temps. À sa sortie en 2015, il était salué comme l'un des meilleurs films de l'année. Aujourd'hui, il est régulièrement cité dans les listes des meilleurs films des années 2010. Cette décennie qui a produit beaucoup de cinéma intéressant, mais peu de films qui aient la densité et la cohérence artistique de Sicario. Sur les plateformes de streaming où il est désormais accessible, il continue à trouver de nouveaux spectateurs, à générer des discussions, à surprendre des gens qui ne s'attendaient pas à ce qu'un thriller d'action puisse les laisser dans cet état de réflexion troublée et féconde. L'impact de Sicario sur le cinéma américain des années suivantes est réel, même s'il est difficile à quantifier précisément. On peut tracer des lignes d'influence vers plusieurs films qui lui ont succédé. Des thrillers qui ont adopté cette même approche de la zone grise morale, cette même façon de refuser le héros simple au profit de personnages contradictoires et complexes. Le film a contribué à démontrer qu'il existe un public pour ce type de cinéma, intelligent, ambigu, exigeant, et que ce public est suffisamment large pour justifier des productions avec des budgets sérieux. Taylor Sheridan, dont c'était le premier scénario, est aujourd'hui l'un des créateurs les plus influents de la télévision et du cinéma américain. La trajectoire qu'il a tracée depuis Sicario est directement liée à la crédibilité que ce film lui a apportée. Sans Sicario, pas de Hell or High Water nominé aux Oscars. Sans Hell or High Water, peut-être pas Yellowstone et l'empire télévisuel qui a suivi. Sicario est le point de départ d'une carrière exceptionnelle, et cette place dans l'histoire de la carrière de Sheridan lui donne une importance supplémentaire dans le paysage culturel américain. Pour Denis Villeneuve, Sicario est le film charnière, celui qui a établi définitivement sa réputation internationale et lui a ouvert les portes des productions les plus ambitieuses. Arrival, Blade Runner 2049, Dune, tout ça est possible parce que Sicario a prouvé que Villeneuve pouvait opérer au niveau du cinéma américain le plus exigeant sans rien sacrifier de sa singularité artistique. Il y a une phrase qu'on utilise souvent dans le cinéma pour décrire ce moment, dans la carrière d'un réalisateur où tout devient possible. Le moment où l'industrie lui fait suffisamment confiance
pour lui donner les moyens de ses ambitions. Pour Villeneuve, ce moment, c'est Sicario. La suite directe du film, Sicario, la guerre des cartels, titre français de Sicario. Day of the Soldado est sorti en 2018 sans Villeneuve à la réalisation, remplacé par l'Italien Stefano Sollima. Le film, centré cette fois sur les personnages d'Alejandro et de Matt Graver, sans la présence de Kate Macker, a reçu un accueil critique plus mitigé. Honorable, mais clairement en retrait par rapport à l'original. Cette comparaison est instructive. Elle montre à quel point la vision de Villeneuve était indissociable de ce que Sicario est. Un film n'est pas juste son scénario ou son casting. Il est la rencontre spécifique, à un moment spécifique, d'un groupe de personnes particulières autour d'une vision commune. Enlever un élément central de cette rencontre, c'est produire quelque chose de différent. Pas nécessairement mauvais, mais différent. Un troisième film, Sicario. Capos est en développement depuis plusieurs années. En 2021, la productrice Molly Smith confirmait qu'il était toujours dans les tuyaux. Des rumeurs circulent régulièrement sur son avancement, sur le retour possible de Benicio del Toro, sur qui pourrait le réaliser. Mais à ce jour, rien de confirmé. Ce qui est certain, c'est que l'appétit du public pour ce monde-là, pour ces personnages, pour cette atmosphère particulière, reste réel. En France et en Europe francophone, l'héritage de Sicario est indissociable de l'affection très particulière que le public cinéphile européen porte à Denis Villeneuve. Il est devenu, au fil des années, une sorte de figure tutélaire pour toute une génération de spectateurs francophones qui ont grandi avec ces films. Des spectateurs qui se souviennent exactement où ils étaient quand ils ont vu Sicario pour la première fois, quelles sensations ils ont ressenties en sortant de la salle, avec qui ils en ont parlé ensuite. Ces souvenirs-là, attachés à un film précis, sont la définition même de l'impact culturel durable. Sur les plateformes numériques, Sicario a connu une deuxième vie très significative. Particulièrement pendant les périodes de confinement de 2020 et 2021, quand des millions de personnes cherchaient, depuis chez elles, ce genre d'expérience cinématographique intense et absorbante que les salles ne pouvaient plus leur offrir. Beaucoup ont découvert le film à cette occasion. Beaucoup d'autres l'ont revu, et les discussions en ligne autour du film, sur les forums cinéphiles, sur les réseaux sociaux, dans les communautés YouTube dédiées au cinéma, ont connu un regain très net, signe que le film continuait à générer des conversations, à provoquer des réactions, à diviser parfois sur la question de son message politique et moral. Ce qu'on peut dire avec certitude, 10 ans après sa sortie, c'est que Sicario a résisté à l'épreuve du temps d'une façon que peu de films réussissent. Il n'a pas vieilli, il ne semble pas daté. Les questions qu'il pose sur la violence d'État, sur la corruption institutionnelle, sur la frontière morale entre le légal et le juste, ces questions sont au moins aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient en 2015. Peut-être même plus. Le monde qu'il décrit, avec sa logique de contrôle pragmatique et cynique, avec ses zones d'ombre institutionnelles, avec ces individus honnêtes broyés par des systèmes qui n'ont pas de place pour leur honnêteté, ce monde-là ne s'est pas amélioré de façon significative depuis. Et c'est peut-être là la définition la plus simple et la plus honnête d'un grand film. Un film qui continue à parler au présent, quel que soit le moment où on le regarde. Un film dont les images, les sons, les silences portent en eux quelque chose de suffisamment vrai, suffisamment humain, suffisamment universel pour traverser le temps sans s'épuiser. Sicario est ce film-là. Un film qui commence par une maison ordinaire dans une banlieue ordinaire et qui finit par vous laisser avec une question sur le monde entier. Un film qui prend les conventions du thriller pour les retourner contre l'idée même de certitude morale. Un film qui vous donne à voir le visage de la violence institutionnelle. Pas celle des monstres, mais celle des gens raisonnables qui prennent des décisions raisonnables dans un cadre déraisonnable et qui vous laisse décider vous-même ce que vous en faites. Si vous ne l'avez jamais vu, vous savez maintenant ce qui vous attend. Si vous l'avez déjà vu, peut-être que tout ça vous a donné envie de le revoir, avec un regard un peu différent, un peu plus armé, pour saisir tout ce qui se passe sous la surface. Dans un cas comme dans l'autre, j'espère vraiment que cette conversation autour de ce film exceptionnel vous a apporté quelque chose. Et si vous avez des souvenirs liés à Sicario, la première fois que vous l'avez découvert, ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez pensé,
Je serais sincèrement curieux de le lire.